Bonjour tout le monde. Le cours de sémiologie digestive d'aujourd'hui a pour thème les troubles fonctionnels de l'œsophage. Les principaux troubles fonctionnels de l'œsophage sont la dysphagie, la régurgitation et le pyrosis. On commencera tout d'abord par le premier trouble fonctionnel qui est la dysphagie. La dysphagie se définit comme étant la sensation de gêne à la déglutition. Cette gêne survient pendant le passage du bol alimentaire dans l'œsophage ou à travers le cardia. En d'autres termes, la dysphagie est la difficulté à la déglutition avec impression de blocage et d'arrêt de la bouchée alimentaire dans la lumière de l'œsophage. C'est quoi le bol alimentaire? Le bol alimentaire, c'est la masse compacte et homogène d'aliments mastiqués et imprégnés de la salive et avalés en un seul temps, passant dans l'œsophage. On parle également de bouchée alimentaire. La dysphagie siège le plus souvent à l'œsophage, c'est-à-dire que la gêne à la déglutition ou à la progression du bol alimentaire se situe le plus souvent à un point quelconque de l'œsophage. Beaucoup plus rarement, elle se situe au niveau du cardia. La dysphagie peut être soit mécanique, et dans ce cas, elle est secondaire à une lésion organique de l'œsophage, comme par exemple l'œsophagia, comme le cancer œsophagien ou bien la sténose peptique qui complique l'œsophagite peptique, soit d'origine fonctionnelle. La dysphagie d'origine fonctionnelle est secondaire à des troubles de la motricité œsophagienne, c'est-à-dire un trouble du péristaltisme œsophagien. Ces troubles de la motricité œsophagienne s'expliquent par une anomalie de la contractilité de la musculature œsophagienne, responsable de spasmes. Ces spasmes surviennent le plus souvent au tiers inférieur de l'œsophage. Le diagnostic de la dysphagie fait appel surtout à l'interrogatoire qui doit faire ressortir les caractères de la dysphagie. Les renseignements obtenus à l'interrogatoire permettent non seulement de poser le diagnostic de la dysphagie, mais également d'orienter l'enquête étiologique vers la cause de la dysphagie. À l'anamnèse, on doit préciser en premier lieu la date de début du trouble à déglutition. Ce renseignement nous permet de s'orienter vers la nature mécanique ou fonctionnelle de la dysphagie. En effet, une dysphagie d'apparition récente évoque avant tout une dysphagie d'origine mécanique, c'est-à-dire secondaire, une lésion organique. Alors qu'une dysphagie ancienne, qui remonte à plusieurs années, évoque plutôt un trouble fonctionnel œsophagien. L'autre caractère à rechercher à l'anamnèse est le mode d'apparition de la dysphagie. Une dysphagie peut être d'apparition brutale à l'occasion de la déglutition d'une bouchée alimentaire volumineuse. Cet épisode de dysphagie est suivi de périodes plus ou moins longues sans symptômes, c'est-à-dire sans dysphagie, réalisant ce qu'on appelle une dysphagie capricieuse. Le terme capricieux signifie que la dysphagie est discontinue, ne survenant pas après chaque bouchée alimentaire avalée. Elle peut disparaître pendant des périodes parfois prolongées, et durant ces périodes sans dysphagie, le patient déglutit normalement ses repas. Ce caractère discontinu de la dysphagie évoque fortement sa nature fonctionnelle. Une cause de la dysphagie fonctionnelle répondant le plus souvent à cette description est la chalasie. La chalasie, on verra sa description tout à l'heure. L'autre mode d'installation de la dysphagie est une dysphagie qui s'installe de manière insidieuse avec une aggravation continue
et progressive du trouble de la déglutition en quelques semaines. Ainsi, au début, la dysphagie n'apparaît que pour des aliments solides, par exemple le pain, les pâtes, la viande. Puis, à un stade plus avancé, la gêne de la déglutition survient pour des aliments semi-liquides, par exemple les purées. Et enfin, le patient aura des difficultés à déglutir même les liquides. Ce caractère continu de la gêne à la déglutition, survenant à chaque repas avec une aggravation progressive, évoque une origine organique de la dysphagie, comme par exemple le cancer de l'œsophage. Après avoir précisé la date de début des troubles et le mode d'installation de la dysphagie, on doit préciser la sévérité de la dysphagie. Ainsi, on distingue la dysphagie minime. La dysphagie minime est décrite par le patient comme une sensation de gêne lors de la déglutition des grosses bouchées. La dysphagie sévère est décrite par le patient par l'impossibilité de déglutir tout aliment solide, voire semi-solide. Et enfin, l'aphagie. L'aphagie, elle est décrite par le patient comme l'impossibilité totale d'avaler même les liquides. C'est le stade ultime, c'est-à-dire le dernier stade d'évolution de la dysphagie. C'est le stade le plus grave, car il peut être responsable de dénutrition et déshydratation du patient qui n'arrive plus à s'alimenter. Toujours à l'interrogatoire, on doit préciser le siège de l'obstacle à la déglutition. D'habitude, donc, le patient vous indique le siège du blocage qui correspond habituellement au siège de la lésion. Ainsi, on peut distinguer la dysphagie de siège cervical et qui s'accompagne souvent d'une toux. On distingue également la dysphagie de siège thoracique, ressentie comme un accrochage rétrosternal des aliments. Et la dysphagie de siège abdominal haut, ressentie comme un blocage rétro-xiphoïdien, c'est-à-dire derrière la position xiphoïdienne des aliments. Et on termine l'interrogatoire par la recherche d'autres signes fonctionnels pouvant accompagner la dysphagie. Comme autres signes fonctionnels susceptibles d'accompagner la dysphagie, on a la douleur œsophagienne, encore appelée odynophagie, et qui s'explique par une distension de la paroi de l'œsophage, par l'accumulation et la stagnation des aliments en amont de l'obstacle, de la lumière œsophagienne. Cette douleur peut irradier vers la gorge et les mâchoires. Cette douleur disparaît habituellement après régurgitation, c'est-à-dire après que le bol alimentaire coincé dans l'œsophage est refoulé dans la bouche, ce qui permet à la paroi œsophagienne en amont de l'obstacle de se relâcher et revenir à son état normal. Autre signe fonctionnel accompagnateur, l'hypersialorée. L'hypersialorée est la sécrétion abondante de salive par les glandes salivaires. Cette hypersécrétion salivaire est provoquée par un réflexe qu'on appelle le réflexe œsophago-salivaire. Ce réflexe est déclenché chaque fois qu'il existe un obstacle œsophagien. Et enfin, le dernier signe fonctionnel qui peut accompagner la dysphagie, ce sont les régurgitations. Les régurgitations est le deuxième trouble fonctionnel dont on parlera après la dysphagie. On termine donc la dysphagie en énumérant les principales étiologies mécaniques et fonctionnelles de celle-ci. Les principales causes mécaniques de la dysphagie sont le cancer de l'œsophage et du cardia. C'est une pathologie particulièrement fréquente chez le sujet âgé de sexe masculin. On a également le cancer de la thyroïde avec tumeur volumineuse exerçant une compression extrinsèque à l'étage cervical de l'œsophage. Autre cause fréquente, surtout chez les enfants, est le rétrécissement cicatriciel de l'œsophage après ingestion d'un liquide caustique. Un produit caustique est une substance chimique qui se présente habituellement sous forme liquide. Cette substance chimique brûle et détruit les tissus qui entrent en son contact.
L'ingestion d'un produit caustique est souvent accidentelle parce que la victime confond le produit caustique avec de l'eau parce que le produit caustique est contenu dans une bouteille d'eau minérale ou bien dans des récipients destinés à stocker de l'eau. Parfois, le produit caustique est ingéré dans un but suicidaire, c'est-à-dire que la personne ingère volontairement le produit caustique pour mettre fin à sa vie. Et là, il s'agit plutôt de sujets adultes et surtout de sexe féminin. Comme exemple de produit caustique, le plus souvent responsable de brûlures caustiques de l'œsophage et de l'estomac est les spritzel. Ce produit, on l'utilise comme déboucheur. Autre cause organique ou mécanique de la dysphagie est la sténose peptique. La sténose peptique est une complication de l'œsophagite peptique qui est elle-même secondaire au reflux gastro-œsophagien. Et enfin, la compression extrinsèque de l'œsophage par une tumeur ou une adénopathie médiastinale. En ce qui concerne les causes fonctionnelles, on a les spasmes de l'œsophage qui s'observent chez des sujets neurotoniques, c'est-à-dire des sujets présentant une dystonie neurovégétative. On a déjà parlé de la dystonie neurovégétative dans le cadre donc, du cours des douleurs abdominales. La dystonie neurovégétative est un dysfonctionnement du système nerveux autonome responsable d'une exagération des contractions de la musculature œsophagienne qui se traduit par des spasmes. Cependant, la principale cause de la dysphagie fonctionnelle demeure le méga-œsophage idiopathique. Idiopathique, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la cause. On l'appelle également achalasie. C'est quoi l'achalasie? L'achalasie est un trouble de la motricité œsophagienne qui se caractérise par deux anomalies principales. La première anomalie est l'absence de péristaltisme œsophagien, c'est-à-dire absence de contractilité de la musculature œsophagienne, entraînant une dilatation de l'œsophage, d'où le terme de méga-œsophage. Cette dilatation est appelée également, comme je vous ai dit, méga-œsophage. Et la deuxième anomalie, c'est l'hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage qui ne se relâche pas à la déglutition pour permettre le passage du bol alimentaire dans l'estomac. Parce qu'à l'état physiologique, lorsqu'on avale une bouchée alimentaire et qui passe dans l'œsophage, le sphincter inférieur de l'œsophage se relâche pour permettre le passage du bol alimentaire dans l'estomac. En cas d'achalasie, après ingestion du bol alimentaire et son passage dans l'œsophage, le sphincter inférieur de l'œsophage reste fermé, reste hypertonique. Donc, vous voyez sur cette plaque le schéma d'une tumeur maligne ou cancer du tiers inférieur de l'œsophage qui rétrécit la lumière de l'œsophage et gêne par conséquent la progression du bol alimentaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une pathologie qui touche essentiellement les sujets âgés de sexe masculin, surtout s'ils sont tabagiques. Sur cette plaque, vous voyez le schéma d'une sténose de l'œsophage et vous voyez qu'elle réduit le calibre de la lumière œsophagienne et constitue un obstacle au passage du bol alimentaire. La sténose de l'œsophage, les sténoses de l'œsophage sont le plus souvent secondaires à une œsophagite peptique elle-même secondaire à un reflux gastro-œsophagien. Sur cette plaque, on voit le schéma d'une achalasie et vous pouvez distinguer la dilatation de l'œsophage, d'où le terme de méga-œsophage. Chaque fois qu'on retrouve le préfixe méga, signifie une augmentation anormale du diamètre d'un organe creux
comme l'œsophage ou bien le côlon. On parle également de mégacolon. On distingue également l'absence de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage qui demeure fermé, entraînant une stagnation des aliments et liquides dans la lumière de l'œsophage. Le diagnostic d'une dysphagie est évoqué, voire il est posé à l'anamnèse. Mais l'anamnèse doit être complétée par un examen clinique complet et soigneux, à la recherche notamment d'une altération de l'état général, surtout une perte de poids importante chez un sujet âgé, qui évoque ou oriente vers le cancer de l'œsophage, ou bien une tuméfaction de la face antérieure du cou, ou des adénopathies cervicales qui évoquent un cancer de la thyroïde. Et on termine l'examen clinique par la pratique d'une endoscopie digestive haute qui permet de confirmer la dysphagie et surtout elle permet de préciser sa cause. Le deuxième signe fonctionnel œsophagien dont on va parler après la dysphagie est les régurgitations. C'est quoi une régurgitation? La régurgitation est la remontée dans la bouche, consciente mais involontaire, du contenu solide ou liquide de l'estomac ou du bas œsophage sans effort de vomissement. Les termes consciente mais involontaire sans effort de vomissement signifient qu'au moment de la remontée du contenu gastrique dans la bouche, le patient est conscient du déroulement de ces phénomènes, mais il ne l'a pas provoqué, il est survenu indépendamment de sa volonté et sans qu'il fasse un effort de vomissement. La régurgitation survient immédiatement après l'ingestion d'un repas ou un peu plus tard, notamment lorsque le patient s'allonge après le repas, par exemple pour faire une sieste. Parce que quand on est allongé, on n'est plus soumis à la pesanteur. Et par conséquent, le reflux gastro-œsophagien devient plus facile. Les régurgitations est l'un des principaux signes cliniques du reflux gastro-œsophagien. Les régurgitations, quand elles surviennent fréquemment dans la journée, c'est-à-dire quand elles sont pathologiques, parce que chacun de nous donc fait une ou deux régurgitations par jour, mais quand il fait plusieurs régurgitations par jour, ça devient pathologique. Donc les régurgitations pathologiques sont le plus souvent secondaires à un trouble fonctionnel œsophagien. Il s'agit d'un mauvais fonctionnement de la jonction œsogastrique, dû à une hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage, c'est-à-dire une baisse permanente du tonus d'un sphincter inférieur de l'œsophage, demeurant ouvert et béant, permettant la remontée du contenu gastrique dans l'œsophage, puis dans la bouche. Beaucoup plus rarement, les régurgitations sont secondaires à une stagnation d'aliments et d'accumulation d'aliments dans l'œsophage en amont d'un obstacle organique, comme c'est le cas du cancer œsophagien ou de la sténose peptique. Le troisième signe fonctionnel œsophagien dont on va parler est le pyrosis. Le pyrosis est un signe qui a fait l'objet d'une description détaillée dans le cadre du cours des douleurs abdominales. On va reprendre les principaux caractères de cette douleur. Le pyrosis, c'est une douleur rétro-sternale à type de brûlure qui remonte plus ou moins haut le long du sternum. Le point de départ de cette douleur est la pointe xiphoïdienne. La durée du pyrosis est en général brève, au maximum quelques minutes. Le pyrosis traduit un reflux transitoire et limité du liquide gastrique acide dans la lumière œsophagienne, irritant la muqueuse œsophagienne et provoquant la sensation d'une douleur à type de brûlure. Et enfin, le pyrosis est le signe majeur du reflux gastro-œsophagien et je vous remercie.